Les États-Unis ont décidé de suspendre leur aide militaire au Rwanda. Selon une porte-parole du département d'État, le gouvernement américain est profondément préoccupé par les preuves d'une implication du Rwanda dans la fourniture d'un soutien aux rebelles congolais, dont le M23. Un soutien qui, pour Washington, menace de déstabiliser la région. Les États-Unis renoncent donc à verser en 2012 les $200 000 prévus pour le financement d'une école de sous-officiers. Les mutins du M23 se battent avec l'armée congolaise depuis le mois de mai dans l'est du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, toujours pas de nouvelles d'Eugène Diomi, opposant et président du Parti démocratique chrétienne. Il est recherché, poursuivi par la justice dans une affaire de viol. Officiellement, il est considéré comme étant en cavale, mais sa famille croit savoir qu'il aurait été enlevé par les services de sécurité. Une conférence de presse a eu lieu hier à Kinshasa et la mère de l'homme politique accuse un autre député d'avoir voulu lui soutirer de l'argent en proposant un règlement à l'amiable de l'affaire. Kamanda Wakamanda Muzembe. À la tribune du centre Carter, Maman Sona Diakese était l'invitée du réseau des ONG des droits de l'homme, section Kinshasa. Cette femme d'environ 70 ans a dit qu'elle était à la recherche de son fils. Eugène Diomi a disparu de la circulation depuis quelques semaines, enlevé par la police et gardé au secret selon sa mère. Et les accusations de viol mises à charge du président de la démocratie chrétienne. Une cabale a tranché Sona Diakese, qui a dit avoir été approché par Francis Kalombo, un député de la majorité venu proposer une facilitation moyennant l'argent. Lorsqu'il nous a parlé, il m'a demandé de dire à son Excellence, mon fils, de donner de l'argent pour qu'on règle l'affaire en famille. Il a dit, ces filles-là sont mes filles, les enfants de mon grand frère. La maman ne s'en occupe pas tellement, ce sont des filles qui font le trottoir. Alors il a dit, nous pouvons arranger ça en famille. Mise en cause, le député PPRD Francis Kalombo a rejeté toutes les allégations de Maman Sona. Francis Kalombo. Et c'était à 3 femmes qui sont venues me voir. Je n'ai pas été le chef. Elles sont venues me voir justement pour me demander de l'aide. Et la maman a reconnu qu'elle savait où se trouvait son fils, mais il ne peut pas travailler, il ne peut pas apparaître, il a peur. Donc si je peux trouver un arrangement pour le mettre en contact avec la famille de l'enfant, de manière à leur permettre de pouvoir négocier et trouver un arrangement. Je leur ai dit, bon, je vais essayer. Et qu'elle puisse me recontacter le mardi. Je lui ai passé mon numéro de téléphone. Depuis là, elles m'ont plus jamais contacté. Kamanda Muzembe. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les États-Unis ont annoncé en fin de semaine avoir suspendu leur aide militaire au Rwanda en raison du soutien du gouvernement rwandais aux rebelles du M23 opérant dans l'est de la RDC. Le département d'État américain dit détenir des preuves de cette implication rwandaise et avoir par conséquent décidé de geler une enveloppe de $200 000 destinée à la formation de soldats rwandais. Depuis le début de cette nouvelle crise de l'Est de la RDC, le gouvernement rwandais n'a cessé de clamer son innocence. Kigali et Kinshasa se sont récemment entendus pour le déploiement d'une force internationale neutre qui sera chargée de combattre les groupes armés dans cette région. Pendant ce temps, de graves violations des droits humains sont signalées entre les lignes de front de l'armée congolaise et des rebelles dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Les deux camps se rejettent la responsabilité des tueries, des pillages et des recrutements forcés des jeunes dans les localités de Rugari et de Kiringa. Le point avec notre correspondant Primo Pascal Rudahigwa. On n'est ni à gauche ni à droite, on est en tout cas non sécurisé, on ne sait pas là où aller. Les conditions de vie de la population sont déplorables entre les lignes de front des FARDC et de M23. 4 personnes ont été tuées dans une même famille à Rutshuru le week-end dernier. Les FARDC accusent les mutins. Colonel Olivier Hamouli, porte-parole des FARDC au Nord Kivu. Ces jeunes gens ont été tués par les hommes de M23 parce que tout simplement ils ont refusé leur recrutement forcé. Faux et archi-faux réplique le docteur Alexis Kassanzou, chargé des affaires humanitaires dans les zones contrôlées par le M23. Je crois que l'armée et le gouvernement congolais est en train d'utiliser ces moyens pour essayer de décourager le peuple congolais qui doit se lier à notre élite, la lutte où nous devons remettre les droits des Congolais. Ce sont des accusations fortuites. Plusieurs autres exactions sont commises à Rugari, à environ 30 km de Goma. C'est entre autres le recrutement forcé des jeunes. Cet habitant de cette localité a requis l'anonymat pour sa sécurité. Lorsqu'on a vu les M23 venir, on a crié qu'on allait prendre les jeunes ont fui.
Pour le docteur Alexis Kassanzou, il n'y a pas de recrutement forcé. Il s'agit plutôt d'une adhésion massive de la population pour soutenir le M23. Cela ne va pas empêcher parce que les revendications ne sont pas seulement les revendications de l'Est, ce sont des revendications nationales. Les rebelles exigent une enquête internationale pour établir les responsabilités des uns et des autres, mais l'armée régulière rejette cette proposition. Ils n'ont pas à nous faire une pression, ce sont des forces négatives, nous sommes une armée républicaine, nous allons en découdre avec eux. Le M23 a ouvert un couloir humanitaire pour secourir les populations. Cela a permis à quelques ONG internationales à commencer l'évaluation des besoins de la population, mais la sécurité du personnel humanitaire n'est pas encore garantie. De Rutshuru, Primo Pascal Rudahigwa pour la Voix de l'Amérique. Dadi Fariala, citoyen journaliste de Lubumbashi. L'actualité est dominée par la sécurité à l'est du pays. On sent un peu plus l'implication de la population de Lubumbashi dans cette question qui touche finalement tout Congolais. Bien que Lubumbashi ne connaît pas directement cette insécurité, c'est une partie du pays qui est touchée par cette guerre. C'est tout le monde qui en parle, tout le monde veut avoir des réponses par rapport aux différents groupes qui continuent à semer la terreur dans la partie est du pays, notamment le M23 avec à la tête le général Bosco Ntaganda qui, tout le monde le sait, était une fois appelé à intégrer l'armée nationale. Tout le monde se demande comment fait-il qu'il s'est encore retrouvé à l'est du pays, comment il a eu le temps d'organiser encore un groupe de rébellion, où sortent ses financements. L'opinion internationale comme nationale pointe le Rwanda. Alors tout le monde se demande pourquoi le Rwanda. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Suspendent leur aide au Rwanda. Washington se dit gravement préoccupé par les preuves de l'implication de Kigali dans la nouvelle rébellion du M23 qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Je vous rappelle, un rapport des Nations Unies fait état de liens entre le M23 et des responsables militaires rwandais, ce que Kigali a toujours démenti. L'aide américaine était supposée financer un centre de formation militaire. Les autorités rwandaises ont aussitôt réagi. Selon la ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, Washington est mal informé. Kigali promet de prouver n'avoir aucun lien avec le M23 cette semaine. Et sur le terrain, dans l'est de la République démocratique du Congo, le M23 se défend. À Bunagana, à la frontière ougandaise, le mouvement a organisé hier une conférence de presse. Le coordonnateur des rebelles, Jean-Marie Runigi Rugenera, demande une enquête internationale. Il veut en effet prouver qu'il n'y a pas d'enfants soldats dans les rangs du M23. Quant à la force armée que veulent mettre en place les pays de la région des Grands Lacs pour sécuriser la frontière et lutter contre les milices, Jean-Marie Runigi Rugenera ne se sent pas concerné, puisque selon lui, le M23 n'a rien à voir avec les autres groupes armés actifs dans la région. Cette force-là, naître viendra pour chasser les forces négatives. Le M23 ne sera pas concerné parce que le M23 est partenaire de par l'accord qui les lie au gouvernement de la République démocratique du Congo, et cet accord a été signé sous la direction des Nations Unies et de l'Union africaine. Et puis cette force-là, si elle venait, elle pourra avoir en face de lui toute la population congolaise. Il y a l'insécurité depuis des années et des années. Des groupes armés des étrangers qui se sont installés et le gouvernement fait comme s'il n'y a rien. Et aujourd'hui qu'il y a le M23, les gouvernements coalisent avec ces groupes-là qui ont commis les génocides dans leur pays pour combattre le M23. Et la communauté internationale cautionne ça, ou veut cautionner ça. Jean-Marie Runigi Rugenera, coordonnateur du M23, des propos recueillis par Katsi Kataï. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Oui, les États-Unis ne soutiendront plus le Rwanda dans le domaine militaire. Washington a décidé de suspendre son aide militaire à Kigali, une aide de $200 000 censée financer une académie militaire est immédiatement visée. La raison de cette décision, le soutien de Kigali aux rebelles du M23. Le Rwanda, qui nie tout soutien aux rebelles, déplore cette décision de son allié. Quel sera l'impact de cette décision? La réponse de Freddy Nkurukiye, consultant en développement international à l'ONG Interafrica. J'estime que ça n'a pas d'impact extraordinaire, d'autant plus que les États-Unis vont continuer à soutenir financièrement la formation des militaires rwandais qui sont mobilisés dans les missions de maintien de la paix. Mais c'est un signal politique quand même.
C'est un signal politique et les États-Unis justifient cette suspension en évoquant le soutien présumé de Kigali à la rébellion en RDC. Qu'est-ce que cette décision va changer dans le conflit en RDC? Bon, les États-Unis estiment, de ce que nous apprenons de la porte-parole du département d'État, que c'est à la lumière des preuves apportées par le rapport, les 48 pages d'annexe du rapport des Nations Unies produit par le comité des sanctions de l'ONU sur la RDC le 4 juin, une résolution du 27 juin qui n'était pas aussi explicite que ça. Donc, vous voyez, on va sur des approximations. Moi, ce qui me gêne en étant observateur, c'est qu'on n'arrive pas à dégager de manière très claire les responsabilités des uns des autres, puisque ce n'est pas une affaire entre la RDC et le Rwanda seulement, mais ça devient une affaire de toute la sous-région. Mais aussi, un élément important, c'est que probablement les États-Unis ont été poussés à poser un geste politique de condamnation de leur allié qui est le Rwanda, du fait qu'il y a ce mandat d'arrêt lancé contre le général Bosco Ntaganda. Oui, vous le disiez à l'instant, c'est un signal politique que les États-Unis lancent et le Rwanda, évidemment, déplore cette décision des Américains. Est-ce que cette décision montre que les États-Unis sont en train de laisser tomber un allié? Laisser tomber un allié, c'est trop dire, mais probablement il faut réajuster le dispositif. Aujourd'hui, il y a un faisceau d'indices concordants qui laisserait penser que le Rwanda aurait laissé un certain nombre de choses faire. Mais il n'en demeure pas moins que ce signal politique est à prendre avec sérieux, mais on n'est pas encore au stade d'un abandon d'alliés. Freddy Nkuru, qui est consultant en développement international à l'ONG Interafrica, était interrogé par Carole Assignon. J'ajoute que Washington affirme qu'il continuerait toutefois à contribuer à la formation de troupes rwandaises participant à des forces de maintien de la paix. Mais cette réaction des États-Unis intervient alors que le Rwanda et la République démocratique du Congo se sont entendus sur le déploiement à leur frontière commune d'une force internationale. La proposition en a été faite par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIPRGL, mais la mise en place d'une telle force pourrait prendre 1 an, raison pour laquelle d'autres options sont envisagées, comme l'explique ici Alexandre Ntomba-Luaba, le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Il intervient au micro de notre correspondant à Kinshasa, Salé Mwanamilongo. L'essentiel, c'est d'avoir des unités spéciales d'intervention qui puissent assumer ce double mandat de sécurisation des frontières et de lutte contre les forces négatives et groupes armés. Alors, on pense qu'on peut aller vers MONUSCO+, qui comprendra en son sein les forces classiques, mais aussi des unités spéciales, une brigade spéciale de 2000 à 3000 hommes. Maintenant, c'est question de savoir qui vont composer cette brigade spéciale. Nous avons déjà au sein de la MONUSCO quelques bataillons spécialisés, notamment de l'Égypte, et notamment des bataillons guatémaltèques qui peuvent être renforcés. Vous entendiez à l'instant Alexandre Ntomba-Luaba, secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Il entreprend d'ailleurs aujourd'hui une tournée. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De suspendre leur aide militaire au Rwanda en raison du soutien du gouvernement rwandais aux rebelles du M23 opérant dans l'est de la RDC. Le département d'État américain dit détenir des preuves de cette implication rwandaise et avoir par conséquent décidé de geler une enveloppe de $200,000 destinée à la formation de soldats rwandais. Alors comment s'explique cette décision de Washington? Écoutons l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Ça, c'est une réflexion de la grande pression faite par les organisations de droits de l'homme aux États-Unis qui croient que le Rwanda déstabilise l'Est du Congo et ça crée beaucoup de réfugiés, beaucoup de morts, beaucoup de maladies et les organisations font beaucoup de pression sur le département d'État de condamner le Rwanda. Mais comme le département d'État est très proche du régime de Rwanda, ils sont alliés pour les affaires militaires, sécurité, etc. Le gouvernement des États-Unis est très réticent, mais ça montre pour la première fois
que le gouvernement des États-Unis commence à changer un peu sa politique envers le Rwanda et commence à être un peu dur. D'aucuns diraient que c'est une décision plutôt symbolique puisque les fonds gelés se chiffrent à $200,000. Quel pourrait être l'impact de cette décision sur le terrain? C'est tout à fait symbolique, ça ne change rien, mais c'est surtout un geste psychologique. C'est un signal envoyé vers le Rwanda au président Kagame. Le gouvernement des États-Unis commence à être un peu fatigué de toute cette déstabilisation dans l'Est du Congo, qui croit dans le rapport des Nations Unies. Et si ça n'arrête pas, l'Amérique peut devenir un peu hostile vers Kigali. Ça, c'est un signal et une demande de corriger le comportement. Mais Kigali insiste qu'il n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Oui, ça, je ne peux pas faire un commentaire. Le groupe d'experts des Nations Unies a montré beaucoup de preuves qui sont convaincantes, mais maintenant, j'ai lu dans les dépêches que le gouvernement de Rwanda va démentir paragraphe par paragraphe. Donc, j'attends le résultat de cet effort de démentir. Peut-être ils ont raison. L'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Christophe Baraïga, à Goma, journaliste citoyen pour le compte de la Voix de l'Amérique. À Goma, il y a vraiment un afflux de réfugiés déplacés qui suivent les exactions de M23 qui opèrent dans le territoire de Tchour. Ils viennent en masse parce qu'ils fuient aussi des recrutements forcés qui se font par ces éléments-là du M23. Alors, ils ont des camps continuent toujours à se multiplier à Kibaki, donc vers l'est de la ville, à moins de kilomètres de la ville de Goma. Il y a des camps aussi à Mugunga, plusieurs sites. C'est ce qui crée vraiment, on ne sait pas, la hausse des prix au marché des denrées alimentaires. On dirait que c'est lié à ça parce que ce sont là les territoires qui alimentent vraiment les produits vivriers, de dire Tchour et Walikale, parce qu'à Walikale, il y a plus de sécurité causée par d'autres groupes d'armées de M23. Mais à part ça, les déplacés qui sont dans le niveau des camps ont été assistés en vivre par les autorités locales. Ça a mené un peu de joie auprès de ces populations qui souffrent des affres de la guerre. Kenneth Banza, citoyen journaliste de la Voix de l'Amérique à Lubumbashi. Ici chez nous, après présentation des examens d'État, aujourd'hui nous voici à sa publication. Donc, la première tranche a été très catastrophique. On nous dit que le pourcentage vaut pour toute la République est de 63% de réussite. Alors on ne sait pas pourquoi, quelle est la qualité de l'enseignement ici chez nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont raté leur diplôme cette année. C'est vraiment catastrophique par rapport à d'autres années, des années antérieures. Et c'est ce qui nous emballe un peu cette semaine. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En RDC, nouvelle audience donc ce matin du procès en appel de l'affaire Chebeya. Les policiers accusés d'avoir assassiné il y a 2 ans les défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana sont donc de nouveau convoqués devant la haute cour militaire. Une inconnue, la justice va-t-elle convoquer le chef de la police, le général John Numbi, aujourd'hui suspendu? Kamanda Wakamanda Muzembe. Cette audience est très attendue et elle devrait fixer l'opinion sur le sort de John Numbi. Comme au premier degré, les partis civils réclament une fois de plus en appel l'inculpation de l'inspecteur général de la police nationale dans le double assassinat en juin 2010 de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Pour les avocats des partis civils, le général John Numbi est coupable, celui qui, toujours selon les mêmes avocats, avait ordonné le meurtre de ces 2 activistes des droits de l'homme. Les partis civils parlent également des juges qui, au premier degré, avaient marché sur les indices afin d'éviter l'inculpation du général, Maître Irène Essambo du collectif des avocats des partis civils. Mais nous savons que nous sommes en train de combattre contre tout le monde. Vous avez suivi aussi la République qui a envoyé des avocats et nous, on pensait que la République venait pour éclairer par rapport à ses préposés. Mais finalement, la République est en train de prendre fait et cause à la place de John Numbi. Mais le ministère public, lui, a fait une autre lecture, une lecture différente. En effet, pour le colonel Likoulia, il n'existe aucune preuve de la culpabilité du général John Numbi. Reste alors aux juges de la haute cour militaire de se prononcer selon leur intime conviction. Question cependant, ces juges vont-ils prendre en compte les nouveaux éléments que sont les révélations du fugitif Paul Mulambwe? Cet officier de la police a affirmé avoir vu de ses propres yeux comment Chebeya et Bazana avaient été assassinés. Il a aussi indiqué, croqué à l'appui, les lieux où a été enterré le corps de Fidel Bazana.
Kamanda ou à Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Et le président d'honneur de l'ONG Avocats sans frontières, maître François Cantier, appelle les juges de la haute cour militaire à entendre Paul Mouilamboué en organisant une vidéoconférence. Dans l'est de la RDC, maintenant, la fermeture du poste frontière de Bunagana provoque une hausse des prix sur le marché de Goma. Les autorités ont fermé ce passage de Bunagana à la frontière ougandaise pour empêcher les rebelles du M23 de gagner de l'argent en taxant les marchandises. Du coup, les transporteurs doivent faire un détour pour acheminer leur cargaison. Reportage à Goma de Katsi Kataï. Robert est venu acheter un jean dans ce quartier commercial de Goma, connu pour ses produits importés. Mais il constate que le prix de son pantalon préféré a augmenté de $4. Ça ne va plus depuis qu'on a fermé la frontière de Bunagana parce que un jeans que nous achetions à $8, il revient maintenant à $12. Donc il y a une majoration déjà de 4. Ça nous pénalise, nous qui achetons, c'est ça. Les prix de certains produits en provenance des pays d'Afrique de l'Est ont augmenté sur le marché de Goma. C'est une conséquence de la décision des autorités congolaises de fermer le poste frontalier et douanier de Bunagana. Cette mesure vise à empêcher les rebelles du M23 qui contrôlent cette cité de Bunagana de se financer par la douane. Résultat, les marchandises doivent désormais transiter par le Rwanda avant d'arriver à Goma. Les commerçants se plaignent. Monsieur Kembo est leur président. Le Rwanda aussi exige quelques frais de transit. Les frais de transit, ça revient à presque $156, avec les frais aussi de déclarat, avec d'autres documents administratifs. Et le total arrive au niveau de $336 par camion. Et on doit toujours faire la majoration, une petite majoration. Pour le moment, les rebelles n'ont pas encore instauré des taxes dans les zones qu'ils contrôlent. Katsi Kataï, Goma, RFI. Revenons à présent sur la suspension de l'aide militaire américaine au Rwanda, une décision prise par les États-Unis en réaction aux accusations des autorités congolaises qui reprochent à Kigali de soutenir les rebelles du M23. Cette décision américaine ne concerne entre guillemets que $200 000, mais sur le plan politique, la symbolique est forte car Washington est un des plus fidèles alliés de Kigali. Raphaël Rennes. En annonçant la suspension de leur aide militaire au Rwanda, les États-Unis ont envoyé un signal fort ce dimanche. Washington ne peut accepter que l'un de ses alliés déroge aux règles du droit international. C'est en tout cas ce que l'administration Obama souhaite afficher, forcée de réagir au rapport des Nations Unies publié il y a un mois, selon lequel Kigali apporte son aide aux mutins congolais du M23, ce que le Rwanda dément. Washington, doublement forcé de réagir, que les États-Unis avaient été accusés par le gouvernement congolais de retarder la publication du dit rapport. Mais aussi symbolique qu'elles soient, les sanctions annoncées ce dimanche par le département d'État n'ont finalement qu'une portée assez limitée, dans le temps d'abord, puisque l'aide militaire apportée par Washington à Kigali est suspendue pour 1 an seulement, sanctions limitées dans leur profondeur également. Elle se résume pour le Rwanda à une perte de $200 000 destinée à une école de formation de sous-officiers. Et si Washington n'exclut pas de prendre des mesures complémentaires, les États-Unis ont pour l'instant fait savoir que toutes les autres aides étaient maintenues en faveur de leur allié rwandais, notamment la formation des troupes participant à des forces de maintien de la paix. Raphaël Rennes, Washington, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, le gouvernement avait donné un délai de 30 jours aux ressortissants étrangers pour qu'ils arrêtent d'exercer le petit commerce et le commerce de détail. Ce délai a expiré le 22 juillet. Une commission de suivi a été mise sur pied pour assurer l'application sans faille de cette mesure jusqu'au mercredi 25 juillet, donc demain. Dans les marchés de Kinshasa, c'est l'inquiétude des expatriés dont la plupart ignorent le délai fixé par le gouvernement de la RDC. Le reportage tout de suite de notre correspondant à Kinshasa, Salé Mwanamilongo. Les enquêteurs du ministère de l'économie sillonnent le marché de Kinshasa pour recenser tous les commerçants non congolais qui ne se conforment pas à cette mesure. Le ministre congolais de l'économie, Jean-Paul Nemoyato, affirme que l'interdiction faite aux expatriés d'exercer le petit commerce en RDC ne doit souffrir d'aucune faille. Si nous rencontrons des étrangers qui font le petit commerce, nous allons prendre des mesures répressives. Le mot d'ordre est clair, le petit commerce aux Congolais. Mais au grand marché de Kinshasa, les vendeurs congolais ne croient pas à l'application de cette mesure du gouvernement. Car, estime-t-il, cela fait plus de 30 ans que cette loi existe, mais elle n'a jamais été appliquée suite à la résistance sur terrain des commerçants expatriés. José Indoulou, 36 ans, est vendeur de sacs de farine au grand marché.
Je ne crois pas à l'application de cette mesure. La plupart de ces étrangers sont couverts par nos autorités. Ça ne sera pas appliqué. Le délai de sensibilisation pour l'application de cette mesure est jugé trop court par les expatriés. Daouda Keïta, originaire de la Guinée, vit en RDC depuis 17 ans. Il vend des produits agroalimentaires importés de la Côte d'Ivoire. Comme d'autres, il dit ne pas comprendre les bien fondés de cette mesure du gouvernement congolais. On attend, on ne sait pas ce qui va se passer d'abord. On attend. C'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude de tout le monde, de tous les étrangers et tous les commerçants surtout. Parce que ici, les étrangers qui sont ici, les 90% sont là pour faire le commerce. Les mois passés, les vendeurs congolais réunis au sein du syndicat national des vendeurs du Congo, CNVC, avaient projeté une grève dénommée Kinshasa sans marché pour protester contre les étrangers exerçant les petits commerces et les commerces de détail. Guylain Lokofo, secrétaire national du CNVC, s'est dit confiant dans la prise en compte de leurs revendications par les gouvernements. Nous sommes très confiants, nous sommes très sereins que les textes cette fois-ci seront appliqués. La législation congolaise définit les petits commerces comme toute entreprise de production ou de commercialisation n'employant pas plus de 10 ouvriers et ne disposant pas de machines de production automatiques ou semi-automatiques. Saleh Mwanamilongo à Kinshasa pour la Deutsche Welle. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Par la RDC, les combats ont repris ce mardi matin à Rougari entre les FARDC et le M23. Les rebelles auraient contourné les positions de l'armée gouvernementale à Kakomero et les ont attaqués par derrière vers Moumouaro, à environ 2 km de Kibumba. Ces combats ont causé un déplacement soudain de la population de Kibumba en direction de Goma, tandis que les habitants de Rougari fuient vers le camp de Rumangabo sous contrôle du M23. Signalons que Kibumba se trouve à seulement une vingtaine de kilomètres de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Aujourd'hui également, des ONG ont plaidé pour plus d'accès aux zones de conflit afin de prêter assistance aux victimes. Nous avons joint la porte-parole du CICR en RDC, Christa Armstrong. La situation à l'Est aujourd'hui est assez imprévisible, elle est précaire dans différents endroits. On apprend que récemment par d'autres sources qu'il y aurait des combats qui peut-être seraient recommencés à l'Est dans le Rutshuru. Et on sait qu'il y a aussi beaucoup d'instabilité dans différentes zones, notamment des deux Kivu actuellement. Donc la situation humanitaire reste préoccupante et surtout imprévisible au niveau aussi des besoins et des différents territoires qui sont affectés en ce moment. Comment intervenez-vous dans ce conflit? Nous intervenons pour répondre aux besoins humanitaires les plus pressants et pour aussi rappeler à toutes les parties au conflit de respecter certains des principes humanitaires essentiels par rapport à la conduite des hostilités. Donc concrètement, aujourd'hui par exemple, nous sommes de retour, nous avons une nouvelle équipe qui allait dans le Walikale suite aux combats qui ont eu lieu il y a quelques jours et on est en train de distribuer du matériel médical et des poches de sang dans l'hôpital général du Walikale. On continue chaque jour à prendre en charge des blessés qui sont survenus à cause du conflit dans différentes structures médicales et dont notamment aussi à Goma et soutenir d'autres hôpitaux avec du matériel médical pour répondre aux besoins qui ont monté en flèche ces derniers mois. Sinon, nous avons aussi des équipes qui évaluent des besoins dans différents lieux. Hier, nous avons distribué de l'assistance en vivres et en articles essentiels de ménage à des déplacés qui seraient arrivés à Kibati, donc ça fait non loin de Goma, qui auraient fui des combats plus au nord ces derniers jours. Ça, c'est juste quelques exemples, mais nous continuons à évaluer la situation là où nous pouvons avoir accès quand la sécurité le permet pour nos besoins les plus urgents. Sur le terrain, comment se présente la situation? Avez-vous accès aux blessés? Avez-vous accès aux détenus? Comment traitez-vous avec les différentes forces en présence? Comme on le fait ailleurs, ici, l'important pour nous, c'est, comme je dis, d'avoir accès à toutes les victimes qui surgissent des conflits. Après, il faut avoir aussi les garanties nécessaires de sécurité, donc de part et d'autre, pour accéder aux zones où il y aurait des personnes victimes des conflits. Et pour ce faire aussi, il faut que la situation soit suffisamment sûre aussi pour y accéder. Donc, une question, d'une part, c'est d'avoir ce dialogue qui permet à chaque partie de comprendre la neutralité du travail que font les humanitaires et que font la Croix-Rouge. Et d'autre part, qu'on puisse envoyer nos équipes dans certaines zones pour répondre aux besoins. Pour aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres concernant les déplacés? Puisque la situation
situation ces derniers mois dans les deux Kivu et dans le Katanga a été très mouvante. Il y a eu plusieurs fronts de combat. Il est difficile de donner un chiffre exact. Il y a des situations qui circulent. Je pense que si on cumule les personnes qui seraient déplacées de ces derniers mois, ça irait effectivement dans des plus grands chiffres. Cela dit, il y a aussi des personnes qui retournent dans leur communauté. Il y a des mouvements pendulaires, donc de personnes qui vont partir, qui vont revenir ou qui vont s'installer chez des autres familles temporairement pour retourner, par exemple, travailler leur champ la journée et se déplacer à nouveau. Donc il est très difficile d'évaluer un nombre global à ce stade et je ne voudrais pas donner des chiffres qui ne seraient pas exacts. Krista Armstrong, porte-parole du CICR en RDC, nous parlait de Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo, les efforts se poursuivent en vue d'un retour à la normale suite à la destruction complète par les combattants Maï-Maï du chef milicien Morgan Sadala de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et de la réserve de faune à Okapi près du village d'Epoulou. L'armée congolaise, les FARDC, à la poursuite de Morgan, signale le conservateur principal de la réserve Ghislain Somba. Selon lui, Morgan cherchait principalement à poursuivre ses activités minières illicites dans le parc. Il est en train de revendiquer seulement l'exploitation minière, l'exploitation des bois, parce que la réserve lui empêche de mener ses activités. Non. Et c'est une ignorance, c'est parce que nous savons qu'une aire protégée, si elle est décidée déjà une aire protégée, c'est-à-dire il y a d'abord des études de faisabilité, il y a des enquêtes qui sont passées là-bas. Et comme la conservation aujourd'hui au Congo, elle est participative, pour Morgan, il n'a aucune raison pour dire qu'il peut toujours rester là-bas, vraiment inquiéter la réserve ou le personnel de la réserve de faune Okapi. Il n'y a aucune raison pour cela. Est-ce que Morgan se livre aussi au trafic de l'ivoire? Tout à fait, il est dans le trafic d'ivoire et il a été plus d'une fois arrêté par les services de la réserve de faune à Okapi. Il a été arrêté en 2007 avec à peu près 250 kg d'éléphants et en 2009 il était aussi arrêté par les gardes-parcs. C'est ainsi qu'il a échappé une fois. Il est entré aussi dans l'exploitation minière d'or. Il y a même quelques carrières, quelques gisements d'or qui sont en périphérie de la réserve de faune à Okapi. Au lieu seulement de s'attaquer, lui, il dit qu'il revendique sa légitimité en tant qu'autochtone, mais pourquoi alors il doit partir au-delà de la réserve? Il est en train de piller au village Pangoï, Itembo, Lulumo. Il est en train de piller là-bas la paisible population et de violer et même les femmes. Et même jusqu'aujourd'hui, il garde avec Louis XIV filles et femmes du village Epoulou et ses environs. Où en sont les opérations des FARDC pour sécuriser la région? D'abord, la station d'Epoulou, elle est sécurisée par la force armée congolaise, la FARDC, sur place. Mais nous attendons maintenant le coup d'envoi pour que la zone opérationnelle puisse leur donner aussi les ordres de poursuivre ces morgans en forêt. Les forces onusiennes sont-elles déployées? Bon, pas la force onusienne, mais la force combattante congolaise. La force onusienne, aujourd'hui, ils sont à plus de 150 km de côte de la réserve de faune à Okapi. De temps à temps, ils viennent pour des patrouilles de persuasion. 2 jours, 3 jours, ils traversent la réserve et ils rentrent à leur base qui est vers Komanda Bunia. Mais vous avez bon espoir que l'armée congolaise pourra poursuivre ce chef de guerre? Pour l'armée, rien n'est possible si les ordres sont donnés par les chefs militaires. En tout cas, ils doivent poursuivre ces morgans. Le conservateur principal de la réserve animalière Okapi, Ghislain Somba, joint dans l'Est de la RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à une initiative nommée 100 citoyens journalistes pour couvrir les événements en RDC. Donné là est journaliste citoyen de la Voix de l'Amérique à partir de Kassai. Chez nous, la situation n'est pas tellement calme. Tous les humanitaires étaient sur le terrain, précisément vers Tchikoula, où il y avait eu des conflits, 250 maisons brûlées, les familles qui étaient en forêt. C'était pratiquement à Kamenga et Kankunku. Les humanitaires Caritas Développement CRS étaient partis distribuer les vivres, les kits de vivres auprès des ménages vulnérables qui jusque-là n'avaient reçu aucun appui de la part du gouvernement provincial. Alors ils ont reçu un kit complet de bâches pour que ces derniers puissent retourner dans leur ménage, dans leur famille. Pour le moment, ils sont hébergés dans l'école de Katouboué. Comme d'ici là, c'est la rentrée scolaire, on a peur qu'il y ait des maladies d'origine hydrique puis d'autres épidémies qui peuvent survivre. Le reste de la situation qui est tellement aussi très confuse
dans le territoire de Luebo, où le chef coutumier a été tué, 250 maisons brûlées, et toutes les personnes et tous les ménages sont dans la forêt. Moi, présentement, où nous parlons, les enfants de 0 à 5 ans sont dans la forêt, les femmes enceintes sont dans la forêt, et tous les hommes craignant les bréserailles de la situation. Valérie Biladi Salim, journaliste et citoyenne. Chez nous, les gens apprécient la décision du gouvernement américain de suspendre l'aide à notre voisin, le Rwanda. Ils disent les droits de l'homme aussi, c'est pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour quelques pays ou bien quelques personnes intouchables. C'est ça l'actualité de Kisangani. Tout le monde se réjouit de ce qui se passe au niveau international parce que les Congolais ont beaucoup souffert. Ils ont besoin aussi de la paix et surtout la guerre a amené beaucoup de misère, de souffrance. Les bruits de bottes ont pu amener les femmes à la mort avec les violences sexuelles et les enfants sont morts de la manifestation et le tissu économique s'est dégradé à partir de la guerre. Les Congolais se sont réjouis et ils disent que si d'autres pays pouvaient aussi emboîter les pas de l'Amérique, pourrions voir effectivement qu'il y a une justice internationale. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, les combats ont repris hier entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23. Des échanges de tirs à l'arme lourde autour de Kibumba, une ville située à une trentaine de kilomètres au nord de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Les hélicoptères de la MONUSCO sont intervenus, une intervention justifiée selon la mission des Nations Unies pour protéger les civils. Les tirs de mortier ont duré toute la journée et environ 2000 habitants de Kibumba se sont enfuis pour se réfugier à Goma. À Kinshasa, la capitale congolaise, au procès Chebeya, les avocats de la défense et ceux de la République n'ont pas réussi à se mettre d'accord hier sur la place à accorder aux déclarations de Paul Mouilamboué. Le témoignage de ce policier qui s'était confié au réalisateur belge Thierry Michel va dans le sens des parties civiles puisqu'il met en cause le chef de la police, aujourd'hui suspendu de ses fonctions, le général John Numbi. Mais pour le ministère public congolais, la haute cour militaire n'a pas à modifier le cours de la procédure si cela ne lui paraît pas nécessaire. Kamanda Wakamanda Muzambe. Les révélations du fugitif Mouilamboué ont été hier au cœur des débats au procès Chebeya. Conduit par le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi Wamuluba, les avocats des parties civiles ont demandé que ces nouveaux éléments soient pris en compte par la haute cour militaire, une démarche qui, selon les parties civiles, devrait permettre à la justice de faire éclater la vérité. Pour les parties civiles, l'instruction au premier degré a été insuffisante et doit donc être complétée par les affirmations de Paul Mouilamboué, ce policier en cavale qui accuse le général John Numbi d'avoir commandité le double meurtre de Chebeya et Bazana. Maître Rachel Matabissi du collectif des parties civiles. Nous, les parties civiles, nous sommes en train de compléter le travail du ministère public. C'est le ministère public qui devait faire ça. Nous savons que notre justice n'est pas indépendante, mais nous avons foi à la haute cour parce qu'il est l'unique et le vrai juge pénal. Réplique de Maître John Omeata, l'un des avocats de la République. Pour nous, nous estimons que le procès peut continuer. Si la Cour décide de mener tel acte, tel autre, c'est dans sa souveraineté. Mais ce n'est pas, c'est basé sur base de déclaration de Thierry Michel, qui est un cinéaste qui fait le film, puis il a besoin de faire vendre son article. Prochaine audience, mardi prochain. Kamanda Wakamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. RDC, où les forces gouvernementales ont contre-attaqué ce matin avec le soutien d'hélicoptères des Nations Unies pour repousser les rebelles du M23, le mouvement du 23 mars. La situation n'est pas tout à fait claire quant à qui contrôle quoi, d'autant que les deux camps se livrent à une véritable guerre médiatique. Ce que l'on sait, c'est que Rutshuru était un théâtre âprement disputé ce mercredi et le M23 serait toujours à quelques dizaines de kilomètres de Goma, la capitale du Nord Kivu. Ces combats ont causé un exode des populations locales vers Goma ou encore vers le camp de Rumangabo, sous contrôle du M23. La Voix de l'Amérique a joint d'abord le colonel Olivier Amouli, porte-parole de l'armée congolaise dans la région. Les unités des FARDC qui étaient engagés sur la ligne de front avancent très bien et ils se comportent mieux sur les fronts de Rugari et Kibumba. Donc les populations civiles n'ont pas à craindre du tout au niveau de Goma et contre les attaques du M23. Donc c'est ça la situation actuelle et d'autres détails pourront vous suivre dans les heures qui viennent. Il y a eu de nouveaux combats aujourd'hui ? Oui, il y a eu des combats
combats depuis le matin sur le front à Rutshuru ainsi qu'à Kibumba. Donc depuis ce matin, on a été attaqué par les forces du M23 et on est en train de se battre encore sur le front de Rutshuru. Mais aussi au niveau de Kibumba, on a repoussé les M23 jusque plus loin de la ville de Goma. Donc ils sont maintenant plus ou moins 55 km de la ville. Et c'est ça la situation actuelle. Est-ce que cela a été possible grâce à l'appui des forces des Nations Unies? Les Nations Unies, ils sont nos partenaires vraiment très solides, ainsi que les partenariats qui est fondé vraiment sur l'honnêteté. Et ça, il faut l'avouer. Nous travaillons vraiment coude à coude avec la MONUSCO et nous sommes en train de mener ensemble des opérations conjointes. Est-ce que vous pourriez au moins nous donner une idée du bilan de ces combats? Il serait encore trop tôt de vous donner le bilan. Néanmoins, lorsque nous aurons stabilisé le front, on pourrait vous donner un bilan définitif. Des ONG et le Comité international de la Croix-Rouge ont lancé un appel cette semaine pour avoir beaucoup plus d'accès aux zones de conflit afin de pouvoir prêter assistance aux victimes, aux détenus. Est-ce que cela est possible au moins de votre côté? Dans les zones qui sont sous le contrôle des forces républicaines, il n'y a pas de problème. Les ONG n'ont pas d'enfants pour faire leurs activités vis-à-vis des populations vulnérables qui ont fui les atrocités du M23. Et donc à notre niveau, il n'y a pas de problème. Cependant, le M23 rejette catégoriquement les assertions du porte-parole des FARDC, le colonel Olivier Amouli, que vous venez d'entendre, et soutient que les soldats gouvernementaux ont été mis en déroute, par exemple à Rutshuru. Écoutons le colonel Vianney Kazarama, porte-parole des mutins. Ce n'est pas vrai. Nous avons fait tomber la ville de Rutshuru à 12 locales de l'Est de la République démocratique du Congo. Et à 14h30, nous avons récupéré la ville de stratégique de Kiwanja. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont en débandade depuis le matin, à savoir la direction de Karengera Tongo, la direction de Rutshuru, Kiwanja vers Mabenga et Rindi. Donc, ça, ce qu'ils sont en train de dire, c'est fort. Ils ne maîtrisent pas la situation sur le terrain. Ils sont en train de vendre les choses qui n'existent pas. À quelle distance êtes-vous de Goma? Oui, nous sommes à 31 km de la ville de Goma, précisément la localité frontalière avec le territoire de Nyiragongo. Les combats se sont donc poursuivis ce mercredi. Oui, justement, depuis le matin, la force UN de la Nations Unies, la MONUSCO, nous a bombardé. Ils ont appuyé les FARDC dès le matin. Ils ont bombardé dans l'endroit de la population, précisément à Rugari. Encore, il y a plusieurs blessés, plusieurs morts de la part de la population. Que pensez-vous de l'intervention des forces de la MONUSCO dans ces combats? Je crois que la MONUSCO doit venir regarder la neutralité. Leur mission, c'est la protection des civils. Aider, ils peuvent appuyer les FARDC, ils peuvent soutenir les FARDC, pas appuyer les FARDC. Ça, c'est très dangereux. Parce que nous sommes des Congolais, nous revendiquons ce qui a été écrit, c'est de nos accords du 23 mars, la MONUSCO sait. Son Excellence Obasanjo, son Excellence Bokapa était présent comme médiateur. Alors, nous sommes en train d'observer ce que la MONUSCO est en train de faire. Franchement, c'est très monté comme une force des Nations Unies. Au lieu de faire leur travail, ils s'impliquent dans les affaires des Congolais. Mais la MONUSCO soutient qu'elle est là pour protéger les populations civiles parce que hier, le M23 a attaqué des civils. Ça, c'est faux. Demandez aujourd'hui. Il faut même faire des enquêtes. Il y a plusieurs allégations à la compte de la MONUSCO. Ils ont bombardé dès le matin avec les hélicoptères de combat. Comment expliquer? Au lieu de soutenir, ils font l'appui. C'est différent. Colonel Vianney Kazarama, porte-parole militaire du M23 en République démocratique du Congo. La Voix de l'Amérique s'associe à une initiative nommée 100 citoyens journalistes pour couvrir les événements en RDC. C'est Jean-Paul, citoyen journaliste de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma. Ici, aujourd'hui, ce qui est à la une, ce sont les combats entre les forces loyalistes et les rebelles du mouvement M23 qui se poursuivent dans les territoires de Rutshuru, précisément dans la cité de Kiwanja et Rutshuru. Et ce qui est vraiment d'actualité pour l'instant, avec des populations civiles qui sont en train de fuir les combats dans les localités de Rugari, Rumangabo et Kibumba vers la ville de Goma. Et ils sont vraiment des grands nombres de populations civiles qui sont dans des difficultés énormes puisque, fuyant ces combats, et les rebelles du M23, dans les localités où ils se sont installés, ils sont en train de procéder au recrutement forcé des jeunes gens et pour les enrôler dans leur armée.
Je m'appelle Madame Mombo de la ville de Matadi, en RDC. Nous avons connu seulement dans la province la visite de notre Premier ministre. Il a vu la cimenterie à Kikese, la sacherie à Kisanto, et ils sont rentrés à Kinshasa. Et il a posé la première pierre pour la construction du stade, pour égayer la jeunesse et développer les sports. Et les jeunes qui viennent de terminer sont en train de se préparer pour s'orienter aux études supérieures. Et les filles sont anxieuses. Elles aimeraient bien avoir des bourses d'études, mais elles ne savent pas à quelle pied se vouer. Il y en a d'autres qui veulent sortir du pays, aller étudier par-ci, par-là, mais elles ne peuvent pas. Alors, nous limitons elles se limitent à se présenter dans les instituts de la place, et c'est ce que nous attendons. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le sommet de la francophonie cristallise donc les tensions politiques en RDC. La rencontre doit avoir lieu en octobre prochain à Kinshasa. Et la question qui suscite la controverse, c'est celle de la venue du président français François Hollande. Une partie de l'opposition congolaise et plusieurs ONG lui demandent de boycotter le sommet pour ne pas cautionner la présidence de Joseph Kabila. À Paris, on assure qu'aucune décision n'a été prise. En ce moment même et jusqu'à dimanche, la secrétaire d'État française à la francophonie, Yamina Benguigui, est à Kinshasa pour préparer un compte-rendu. À Kinshasa, hier, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, qui conteste toujours les résultats officiels de la présidentielle et des législatives, était à l'ambassade de France. Bruno Mavungu Poiti, le secrétaire général du parti, a déposé une pétition pour que le sommet n'ait pas lieu à Kinshasa. L'UDPS demande que ce sommet ne se tienne pas en République démocratique du Congo, que ce sommet, sa tenue soit délocalisée dans un autre pays. Les raisons sont connues. Qui dirige le pays aujourd'hui? Le président qui a été élu ne peut pas pour l'instant recevoir ses pairs. Parce que lui, c'est Étienne Tshisekedi qui doit recevoir le président étranger qui vient dans notre pays. Vous savez que Kabila a tué à Kinshasa beaucoup de nos combattants. Après les élections, les chars ont circulé à travers la ville. Aujourd'hui, le pays n'est pas géré, dirigé. Le secrétaire général de l'UDPS, Bruno Mavungu, à la sortie de l'ambassade de France hier à Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, lui estime que ce n'est pas à la France de valider ou d'invalider la localisation du prochain sommet de la francophonie. Le sommet de la francophonie est une initiative de l'Organisation internationale de la francophonie, dont le gouvernement français ne détient pas la propriété, et donc on s'étonne pourquoi diriger cette requête en direction du gouvernement français. C'est manifestement des orphelins de la France-Afrique. C'est donc infantile et encore une fois aberrant. Vous convenez, monsieur le ministre, qu'une non-participation de François Hollande à ce sommet aurait des conséquences très négatives sur le sommet. D'autres délégations certainement annuleraient. Dans cette optique, je pense que nous nous poserions la question alors de l'utilité de cette francophonie. Je dire que la France-Afrique n'est pas morte, parce qu'il suffit que le grand chef à Paris puisse tousser pour que tout le monde en Afrique éternue. Cela n'a pas de sens. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, des propos recueillis par Nicolas Champeau et Kamanda Wakamanda Muzembe. Dans l'est de la RDC, les affrontements ont continué hier au nord de Goma. Des combats principalement autour de Rutshuru et de Kiwanja. Ces violences dans le Nord Kivu durent depuis mardi. Un regain de tension dont chaque camp se renvoie à la responsabilité. Le M23 accuse les forces gouvernementales d'avoir relancé les hostilités en attaquant ses positions, tandis que la MONUSCO reproche aux rebelles d'avoir attaqué une de ses bases. À Goma, Selon une porte-parole de la mission des Nations Unies en RDC, les rebelles du M23 ont ouvert les feux en début d'après-midi ce mercredi sur la base des casques bleus indiens à Kiwanja. Ces tirs ont blessé un casque bleu indien et tué un enfant dont l'âge n'a pas été révélé. Un militaire FRDC qui était grièvement blessé a lui aussi succombé de ses blessures quelques temps après. L'enfant tué avait trouvé refuge à cette base de soldats onusiens, comme d'ailleurs la grande partie de la population de Kiwanja, précise la MONUSCO. Le porte-parole des mutins du M23 que nous avons joint au téléphone rejette les faits. Selon Vianney Kazarama, ces troupes ont certes récupéré Kiwanja et Rutshuru, mais n'ont pas ouvert le feu sur les soldats de l'ONU. Il accuse plutôt les casques bleus de partialité et d'avoir tué 9 personnes à Rugari mardi dernier lors de leurs bombardements. Les informations que rejette la MONUSCO. Du côté FRDC, on reconnaît la violence des combats de ce mercredi à Rutshuru et Kiwanja, mais on n'avance aucun bilan. Un calme apparent est revenu dans la soirée. Kati Katai, Goma, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
C'est où les forces gouvernementales ont contre-attaqué hier avec le soutien d'hélicoptères des Nations Unies pour repousser les rebelles du M23, le mouvement du 23 mars. La situation n'est pas tout à fait claire quant à qui contrôle quoi, d'autant que les deux camps se livrent à une véritable guerre médiatique. Ce que l'on sait, c'est que Rutshuru était un théâtre âprement disputé hier. Ces combats ont causé un exode des populations locales vers Goma ou encore vers le camp de Rumangabo, sous contrôle du M23. Nous y reviendrons ce soir. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Pratique du Congo. Des combats intenses se poursuivent depuis 3 jours dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, entre l'armée régulière et les mutins du M23. Le bilan fait état de 3 civils tués hier mercredi à Rugari par les bombardements de la MONUSCO, qui rejette bien sûr ces accusations. Des combats à l'arme lourde avec l'appui des hélicoptères de la force onusienne se sont poursuivis aujourd'hui jeudi vers le camp de Rumangabo. Les mutins disent qu'ils sont déterminés à poursuivre la lutte armée jusqu'à l'ouest du pays. Leurs revendications ne se limitent plus aux seuls accords du 23 mars 2009, mais plutôt, elles concernent désormais toutes les réclamations du peuple congolais envers le gouvernement de Kinshasa. Malgré cette pression, les FARDC, avec l'aide de la MONUSCO, font un effort pour protéger la ville de Goma et les rebelles ont été repoussés au-delà de 50 km du chef-lieu de la province. Détail avec notre correspondant à Goma, Primo Pascal Hudaigwa. Cet habitant de Rugari précise que 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par les bombardements des hélicoptères de la MONUSCO qui visaient les mutins de M23 pendant les combats de mercredi. Les FARDC, avec l'appui de la MONUSCO, ont réussi à repousser les mutins de Kibumba jusqu'à Rumangabo, à plus de 50 km de Goma. La protection des civils pose toujours problème entre les lignes de front, explique le colonel Olivier Hamouli, porte-parole des FARDC au Nord Kivu. Non, les FARDC sont là et vous savez, la MONUSCO, et nous travaillons ensemble, nous sommes des partenaires officiels et on est en train de travailler coude à coude. Mais aussi, la population devrait savoir que nous avons le souci majeur de les protéger parce que ce qui se passe dans ces endroits, notamment même à Rumangabo, les M23 venaient de tuer un chef de localité, ils ont même coupé la langue. Ce sont des actes vraiment ignobles que nous sommes en train de déplorer et c'est condamnable. Pourquoi le front n'avance pas? Ça, c'est un secret de défense. D'autres combats intenses ont opposé à Rutshuru Centre les FARDC au M23. Les mutins ont réussi à déloger de nouveau l'armée régulière dans les villes de Rutshuru et de Kiwanja, 2 entités importantes du territoire de Rutshuru. Les mutins avaient annoncé dans un point de presse à Bunagana que leurs revendications allaient désormais au-delà des accords de Goma du 23 mars 2009. Docteur Alexis Kassanzou du M23. La lutte ne va pas se terminer à l'est du Congo, ça va aller jusqu'à l'ouest. Les réclamations du M23, eh bien ce sont les problèmes de chaque jour du quotidien du Congolais. La reprise des villes de Rutshuru et de Kiwanja constitue pour les mutins un couloir d'expression de tous les Congolais qui revendiquent leurs droits. Nous sommes en train de créer un couloir pour les Congolais de s'exprimer parce qu'ils sont asphyxiés. Une fois que vous levez la voix pour dire non à un événement, à un désordre du gouvernement, vous êtes les mauvais, vous êtes les bavards. Alors nous devons ouvrir la voie aux Congolais, aux vrais Congolais, de s'exprimer. Et ils vont le faire. Et nous allons le faire. Les semaines qui vont venir, vous allez voir ce qui va se passer. Je crois qu'on risque de se retrouver à Goma. Certains politiciens pensent que les militaires congolais ont une bonne formation et devaient tenir bon devant l'ennemi. Rubens Mikindo de l'UDPS Goma. Cette armée, elle manque seulement d'encadrement. Nous sommes en train de stigmatiser le fait qu'il y a des complicités au sommet de l'État qui font que cette armée ne puisse pas jouer pleinement son rôle, c'est-à-dire faire face à l'ennemi. Parce que, imaginez, il y a des gens ici, même au Nord Kivu, qui vous racontent qu'il y a 4, 5, 6 bataillons du Rwanda. C'est comme si, une fois que les FARDC doivent se trouver en face des militaires rwandais, ils doivent fuir. Je ne pense pas que c'est comme ça que les choses doivent se passer, mais plutôt nous devons avoir une armée bien organisée, bien équipée, mais malheureusement, notre armée a des difficultés parce que même la solde des militaires est détournée. Pendant ce temps, environ 20 000 personnes qui ont fui les combats attendent l'assistance dans les camps de déplacés de Kanyaruchinya, où le PAM a commencé la distribution des biscuits énergétiques pour cette situation d'urgence. Goma, Primo Pascal Rudaigwa, La Voix de l'Amérique. Merci Primo. Faisons place maintenant à la rubrique des 100 citoyens journalistes en RDC. Olivier Mwamba, citoyen journaliste ville de Bukavu, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Nous sommes en tout cas dans une formation qui vient de se clôturer, une formation qui a été organisée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province et aussi le ministre
provincial du plan et du budget en collaboration avec les PRCG. Donc cet atelier de formation a été pour le projet de vulgarisation 2010 de la loi numéro 10/010 du 27 avril et de l'édit numéro 0D-2011 du 3 juin 2011 portant organisation de la passation de marchés publics en province et dans les activités territoriales décentralisées. C'est une formation qui s'était tenue à l'hôtel Mokaou d'ici à Bukavu et plusieurs personnalités ont pris part à cet atelier de formation qui vient de se clôturer, qui a commencé depuis hier et qui vient de se clôturer aujourd'hui. Féliciter les journalistes citoyens de la Voix de l'Amérique à Kikwit. Aujourd'hui, il y a un festival qui s'est passé tout près de chez nous, tout près de notre ville ici. Les autorités sont allées là-bas, ils sont rentrés aujourd'hui. Ils ont fait là-bas 3 jours presque. Et aujourd'hui, ils sont rentrés dans notre ville. À part ça, il y a une grande crise terrible de l'eau ici. Les individus sont en train d'aller chercher de l'eau dans la rivière qui est près de nous, la rivière Kwilu. C'est tout près de nous ici, mais ça ne va pas avec les organismes et la régie des eaux. En pleine sécheresse, ils nous coupent de l'eau sans toutefois signaler. C'est comme ça que les gens sont en train de souffrir de la crise d'eau. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Général Mounene, bonjour. Bonjour. Kinshasa vous accuse d'avoir organisé un mouvement insurrectionnel et vous venez d'être condamné par une cour militaire à la prison à perpétuité. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? À perpétuité, plus une amende de 5 milliards de dollars. C'est curieux. Bon, moi j'étais, depuis le début, c'est-à-dire 1997, le 17 mai, j'ai fait partie de ceux qui ont libéré la RDC du régime dictatorial du président Mobutu. Et déjà à l'époque du feu président Mzee Laurent Désiré Kabila, j'ai découvert les noms dits de ceux qui prétendaient être nos alliés, c'est-à-dire le cas précis, les Rwandais. J'ai découvert que M. Joseph Kabila faisait partie de ce complot. Comment je l'ai découvert? Lorsque j'ai eu à diriger les forces armées congolaises, FAC, en tant que chef d'état-major général des forces armées congolaises, il fut mon adjoint et j'ai pu le découvrir, le connaître mieux que quiconque. Il s'est imposé en 2001, tout a commencé à s'empirer. Il est à la base des FARDC, mal encadré, mal administré, et Joseph l'a fait exprès pour fragiliser cet outil de défense afin que l'Est, justement, dont on parle, soit perméable aux voisins qui ont des plans hégémoniques. Donc je lui faisais ombrage. J'ai été limogé en 2006. J'étais surveillé en permanence. Je n'avais plus droit à la rémunération, ce qui a fait que, à la fin, lorsqu'ils en voulaient à ma vie, j'ai dû quitter. Vous avez donc fui au Congo-Brazzaville en septembre 2010. Et depuis, parmi les faits qui vous sont reprochés par Kinshasa, il y a l'attaque en février 2011 de la résidence du président Kabila à Kinshasa. 19 morts. Quel rôle avez-vous joué dans cet assaut? Évidemment, comme résistant, nos éléments qui sont dans les services de sécurité et les forces armées se sont révoltés et ont pris l'initiative d'en finir avec Joseph Kabila parce que c'est lui qui est l'auteur de nos malheurs. Et les jeunes gens se sont organisés pour cette attaque-là bien précisément. Donc c'est vous qui avez commandité cet assaut? J'étais bien au courant de l'initiative des jeunes gens, n'est-ce pas? Moi, je n'étais pas en mesure d'organiser puisque j'étais déjà chez nos amis, protégé par nos amis. Mais les jeunes gens ont réagi positivement. Donc vous reconnaissez que l'armée de résistance populaire est un mouvement insurrectionnel? Il n'est pas un mouvement insurrectionnel, c'est un mouvement de résistance qui revendique les droits d'un peuple martyrisé, d'un peuple humilié. Un régime d'imposture est inacceptable aujourd'hui. Le mois dernier, avec l'UDPS d'Étienne Tshisekedi et l'Apareco d'Honoré Gbanda, vous avez lancé un appel commun pour le boycott du prochain sommet de la francophonie à Kinshasa. Mais Étienne Tshisekedi est hostile à la lutte armée. Est-ce que ce n'est pas une différence fondamentale entre lui et vous? Lorsque l'on parle de se lever contre un régime de prédation, c'est tous les patriotes qui se mettent ensemble. C'est-à-dire, M. Tshisekedi a trouvé peut-être la forme la plus modérée, aller aux élections, mais après le hold-up de novembre dernier, 2011. Vous parlez des élections. Exactement. Avec les fraudes, avec tout ce qu'il y a eu, le rejet de ces résultats par la communauté nationale et la communauté internationale, nous l'avons convaincu qu'avec Kabila, il n'y aura pas des élections justes, transparentes, comme l'on prétend, parce que tout est boutiqué à l'avance.
nous étions au courant de la mascarade électorale pour pouvoir cautionner sa victoire frauduleuse. Depuis 3 mois, un mouvement rebelle, le M23, occupe une partie du territoire du Nord Kivu. De quel côté êtes-vous dans ce conflit? On parle du M23. Mais le M23 est issu du CNDP qui a rallié le PPRD, le parti de Kabila. Et il y a eu connivence. Alors, il y a eu mutinerie. Mais les soldats n'ont jamais été rémunérés. À partir du moment où les éléments du CNDP qui ont incorporé les FARDC vivent les mêmes conditions que leurs collègues qu'ils ont trouvés, évidemment, ils ont compris qu'avec Kabila, il n'y avait pas d'avenir. Donc, nous considérons que la résistance congolaise ne tient pas compte des ethnies, des tribus, des religions. Le M23, actuellement, fait partie de la grande résistance. Et qu'est-ce que vous pensez de l'accord du 15 juillet à Addis Abeba entre les présidents Kabila et Kagame pour la constitution d'une force neutre au Nord Kivu? Cette force neutre est un complot. C'est encore importer une autre guerre. Ça va ouvrir une porte ouverte à la balkanisation. C'est aussi un signe d'échec. Ils ont échoué, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'autres recours pour rester au pouvoir. Ils veulent trouver un soutien quelconque pour se maintenir dans un pouvoir qu'ils ont volé. Dans quel pays êtes-vous aujourd'hui, Général Mounene? Moi, je suis au Congo-Brazzaville, protégé par les autorités. Moi, je pense que le président Sassou connaît les droits humains. Il ne peut pas accepter qu'un cadre de mon niveau soit extradé parce qu'il n'y a pas une justice au Congo. Moi, j'ai échappé à un assassinat. J'ai droit, comme tout citoyen du monde, à la protection et à la vie. Général Mounene, merci. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Lambert Mende, bonjour. Bonjour. Le général Mounene assume la lutte armée car, dit-il, contre un régime d'imposture, il faut un mouvement de résistance. Comment réagissez-vous? Je n'ai pas grand-chose à dire au sujet d'un officier radié de l'armée qui n'a pas cessé de multiplier des contradictions. Il prétend s'insurger contre les non-dits du mouvement de libération conduit par le président Kabila père et qui a été continué par le président Kabila actuellement et qui aurait été de mèche avec le Rwanda. Mais en même temps, il se déclare de cœur avec le M23, dont le monde entier sait qu'il a été créé et est géré à partir du Rwanda. C'est de l'inconséquence politique et il n'y a pas grand-chose à dire avec de tels personnages qui essayent de faire feu de tout bois pour faire parler d'eux, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont plus tellement présents dans l'actualité. Donc on ne peut pas être à la fois contre Kigali et pour le M23. C'est tout à fait impossible. Alors au-delà de cette contradiction, le principal reproche que fait le général Mounene au président de la République, c'est d'être trop proche de Kigali et de faire partie, je cite, du complot rwandais depuis plus de 10 ans. Cela n'a aucun sens dans la mesure où aujourd'hui, la conférence des pays des Grands Lacs ainsi que l'Union africaine et même le Conseil de sécurité sont obligés d'assurer une médiation entre les deux gouvernements et entre les deux présidents, obligés de mettre en place une force neutre pour séparer les deux pays qui s'accusent mutuellement de ce que l'on sait. Et donc il vient là comme un cheveu dans la soupe faire croire aux gens que le président Kabila serait complice de celui avec lequel la communauté internationale essaye de le rabibocher. Cela dit, Monsieur le Ministre, le général Mounene n'est pas le seul opposant à faire ce reproche au président. On se souvient du principal thème de la campagne d'Étienne Tshisekedi en novembre dernier. Et on connaît le passé du président dans les rangs de la FDL dans les années 90. Est-ce que ce passé n'est pas encore tenace dans la mémoire des gens ? Le président Tshisekedi n'est pas le mieux placé pour faire des reproches à qui que ce soit sur des relations avec le Rwanda, lui qui est allé se faire adouber à Kigali et qui a présidé à Kisangani des défilés de l'armée rwandaise. Cette histoire va le poursuivre pendant longtemps. Nous savons tous d'où est venue la FDL. Nous savons pour quelles raisons il a fallu faire des alliances, pas seulement avec les Rwandais, mais aussi avec plusieurs États africains pour faire tomber le régime dictatorial du président Mobutu. Et donc, c'est de la vieille histoire que les Congolais connaissent très bien. Il ne s'agit pas ici d'inventer des romans ou des légendes d'infamie contre notre président. Nous savons qu'aujourd'hui, le Congo essaye de se reconstruire. Nous avons organisé 2 élections. Nous avons lancé des programmes de reconstruction. Et donc, il est tout à fait mal considéré par le peuple congolais que l'on vienne nous jeter au visage ces légendes d'infamie. Plus récemment, le 15 juillet, à Addis Abeba, les 2 présidents, Joseph Kabila et Paul Kagame, ont décidé de mettre en place une force neutre au Nord Kivu. Est-ce que cet accord ne risque pas d'alimenter les accusations de connivence lancées par l'opposition ? Ça n'a
pas de sens dans la mesure où la force neutre a été créée pour séparer des belligérants. Je ne vois pas ce qui pourrait permettre à qui que ce soit d'imaginer qu'on peut faire une force tampon entre des complices. La force tampon, c'est pour séparer des gens que tout oppose. Des gens que tout oppose, mais qui se sont quand même serré la main et qui se sont rencontrés le 15 juillet à Addis Abeba. Forcément, on est obligé de se serrer la main, mais on ne voit pas ce que ça vient faire dans le fond du dossier, qui est une accusation de la RDC contre le Rwanda pour avoir laissé se dérouler des préparatifs d'une agression contre son territoire. Cela n'enlève rien au fond, sauf si on veut nous distraire avec des problèmes de forme. Lorsque deux chefs d'État se rencontrent, ils se saluent. Ça n'enlève rien au problème qu'ils sont en désaccord, s'ils sont en désaccord, ou qu'ils sont en accord, s'ils le sont. Dans ses propos, le général Mounene reconnaît que ce sont ces hommes qui ont attaqué la résidence du président Kabila en février 2011 à Kinshasa, mais lui n'a rien organisé, dit-il, car il était de l'autre côté du fleuve. C'est de l'inconséquence. Comment peut-on organiser une armée, la laisser attaquer un pays, tuer des gens et dire qu'on n'est pas responsable? Mounene est bel et bien responsable. C'est pourquoi il a été condamné par contumace par notre justice et que ceux qui l'ont envoyé au feu, ayant été arrêtés, sont en train d'être jugés par notre justice. Il a malheureusement envoyé des jeunes gens dans la force de l'âge et qui vont gaspiller peut-être le reste de leur vie en prison. C'est de l'irresponsabilité et de l'inconséquence. Depuis 2 ans, depuis la fuite du général Mounene à Brazzaville, vous réclamez son transfert à Kinshasa, mais le président Sassou Nguesso s'y refuse. Comment réagissez-vous? Eh bien, à entendre ce que Mounene a dit, on peut se poser des questions sur la réalité de sa présence physique à Brazzaville. On n'expose pas comme ça un gouvernement ou un président qui vous offre l'asile. Nous commençons à nous poser quelques questions, mais enfin, nous en parlerons avec nos partenaires du Congo-Brazzaville. Dans son refus, le président Sassou invoque un précédent dramatique. C'était en 68. Brazzaville avait livré Pierre Moulélé à Mobutu. L'opposant congolais avait été torturé à mort dans des conditions atroces dont tous les Congolais se souviennent. Est-ce que ce n'est pas un fâcheux précédent? Bien sûr que c'est un très fâcheux précédent, mais je voudrais faire remarquer que nous ne sommes pas Mobutu. Nous avons voté un moratoire à l'application de la peine de mort dans notre pays et donc on ne peut pas nous juger avec comme base de référence des comportements du défunt président Mobutu que nous avons chassé du pouvoir, il faut le rappeler. Monsieur le ministre, merci. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo. Avec la poursuite des affrontements dans la région de l'Est entre les rebelles et les forces armées républicaines, des milliers de civils se sont enfuis de leur localité d'origine. Environ 250 000 déplacés au total durant les 3 derniers mois. Certains des déplacés ont trouvé refuge dans des camps gérés par le HCR et d'autres dans des camps créés spontanément, nous dit un responsable du Programme alimentaire mondial. Guy Adoua est le coordonnateur adjoint du PAM dans les 2 Kivu et le Maniema. Je les joins ce soir à Goma. Avec la reprise des combats ces derniers temps, nous sommes en train d'enregistrer des nouveaux arrivés aux alentours de la ville de Goma. Il y a un camp qui s'appelle Kibati. Il y a aussi un autre camp qui se situe carrément sur l'axe de 5 à Goma même. Et donc, le PAM a mis des équipes sur le terrain et au moment où ces populations sont en train d'arriver, ils reçoivent donc une ration initialement de 3 jours. Et cette ration est composée de biscuits assez spéciaux parce qu'ils sont des biscuits à haute densité énergétique. Et donc, c'est ça qui fait que le PAM puisse apporter donc assister ces populations-là. Et nous le faisons en même temps, nous faisons aussi des évaluations pour déterminer le type donc de distribution qui devrait suivre la distribution des biscuits. Ces populations parcourent de longues distances et elles arrivent très fatiguées. Et ces biscuits, c'est comme un remontant et très facile à préparer. Il suffit seulement de les diluer dans de l'eau et ça fait donc une ration importante qui peut leur permettre donc de passer de bons moments après avoir parcouru de longues distances à pied. Vous recevez quelle catégorie de gens? Des femmes, des enfants? Avez-vous aussi reçu des soldats? Des soldats, non, mais pour la majorité des populations que nous recevons, ce sont les femmes et les enfants, notamment les femmes allaitantes, les enfants d'un certain âge. Et nous pensons que les jeunes, souvent, quittent un peu plus avant, et ce sont les femmes qui arrivent un peu tardivement. Et donc, c'est cette catégorie que nous recevons, et c'est à cette catégorie que nous apportons notre assistance. Mais dans tous les cas, on voit les gens aussi, les personnes âgées, les personnes de tout âge. Ces gens qui arrivent à Goma viennent d'où? De la zone de Rutshuru? Oui, la plupart des populations qui arrivent à Goma, donc ils viennent de la zone de Rutshuru, il y a Kibumba, il y a tout l'axe qui est concerné par les affrontements. Donc ils sont partis d'autres, même de Kiwanda, plus loin là-bas, et puis Rutshuru, et on descend donc jusqu'à Kibumba pour pouvoir atteindre Goma. Pouvez-vous nous donner une idée du nombre de déplacés dans la zone? Je dirais que depuis que le conflit a commencé au mois d'avril jusqu'à aujourd'hui, grosso modo, on
parle dans toute la province du Nord Kivu de 250 000 personnes déplacées. Quelles sont les principales difficultés auxquelles fait face le PAM actuellement? Ah oui, ça c'est une bonne question. La principale difficulté, c'est l'accès à ces populations. Aujourd'hui, nous accédons très facilement à ceux qui sont tout autour de Goma, mais il y en a d'autres qui sont encore plus loin et que donc l'accès est rendu très difficile par ce qui se voit par l'insécurité. Mais est-il que le PAM, à travers certains partenaires qui ont la possibilité de joindre ces populations, le PAM passe par ces partenaires pour pouvoir les assister. Et qui sont ces partenaires? Ces partenaires, pour la plupart, sont des ONG locales. Et il y a aussi le CICR qui est là aussi, qui fait des distributions, parce que souvent, ils sont au front donc, pour pouvoir assister les groupes les plus vulnérables. Mais nous avons aussi la Caritas, nous avons d'autres partenaires au niveau local pour pouvoir faire des distributions dans les conditions les plus chaudes. Et jusqu'aujourd'hui, ils tiennent assez bien. Avant la reprise des combats dans la zone de Rutshuru, nous avions aussi des affrontements à Walikale entre les rebelles Mai-Mai et les FARDC. Vos interventions se situent aussi à ce niveau? Oui, malheureusement, ça s'est passé au moment où nous étions en pleine distribution là-bas à Walikale. Cela est arrivé, mais ça a été une cinquantaine de kilomètres de lieux où nous étions en train de faire les distributions. Cela n'a pas trop affecté nos activités. Mais dans tous les cas, nous sommes présents à Walikale. Actuellement, au moment où je parle, nos activités se déroulent un peu ici et là dans la zone. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Adoua. Je vous en prie, bonne soirée. Guy Adoua, je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint du Programme alimentaire mondial dans les deux Kivu et le Maniema en RDC. Donc, dans une déclaration rendue publique aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a exprimé son regret face à ce qu'elle qualifie de décision hâtive basée sur des preuves peu solides, décision prise par des pays donateurs à l'encontre du Rwanda. La ministre dénonce une campagne politico-médiatique rejetant sur le Rwanda la responsabilité de la crise dans l'est de la RDC. Cette déclaration officielle fait suite à l'annonce par les Pays-Bas de la suspension d'une partie de leur aide au développement au Rwanda de montant de 5 millions d'euros en raison du soutien de Kigali à la rébellion dans l'est de la République démocratique du Congo. Les Pays-Bas ont suspendu les paiements d'aide budgétaire pour l'amélioration du programme de justice au Rwanda, 5 millions d'euros cette année, a déclaré à l'agence France-Presse une porte-parole du ministère hollandais des Affaires étrangères. Cette suspension temporaire ne concerne pas les programmes d'aide liés aux ONG. Les États-Unis, rappelons-le, avaient en début de semaine annoncé la suspension de $200 000 d'aide militaire au Rwanda. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Yogi Nestor, citoyen journaliste pour la ville de Kisangani. L'actualité chez nous, c'est la reprise des travaux de la modernisation des voiries urbaines de la ville de Kisangani après 3 mois de suspension, faute de financement. Donc, précisons ici que ces travaux sont exécutés par une entreprise chinoise appelée Zhengwei. Pour l'instant, l'entreprise est dans la phase de la construction des caniveaux qui est suffisamment avancée. Donc, selon une structure qui suit donc l'évolution de ces travaux, l'entreprise a largement dépassé le délai imparti selon l'accord qui a été signé entre lui et le gouvernement. Et la population se réjouit de ces travaux parce que ça va permettre la fluidité du trafic au niveau de la ville et aussi mettre fin et réduire le nombre d'accidents qui est occasionné par les nids d'oiseaux qui ont les artères de la ville de Kisangani. Féliciter journaliste et citoyen de la Voix de l'Amérique dans la ville de Kikwit. Hier, nous avions la visite de notre gouverneur. Il s'appelle Jean Kamisembe. C'est pour la toute première fois qu'il est passé ici à Kikwit. Il a visité notre ville de Kikwit et il est passé encore dans une autre ville qu'on appelle Gungu parce que là, il y avait le festival. La population l'aime beaucoup. Il y a coupure de l'eau, Les gens sont en train de souffrir par-ci, par-là pour chercher de l'eau dans une rivière qui est près de nous ici, la rivière Kwilu. À part ça, la population se porte bien. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo encore, et là, cette posture de la France sur le prochain sommet de la francophonie. Le président français François Hollande ne sera pas présent à cette rencontre d'octobre prochain. La ministre française en charge des Français de l'étranger était à Kinshasa, Yamina Benguini. Je viens voir toutes les infrastructures, je viens rencontrer des personnes de la société civile. Voilà, ça va être 3 jours assez denses pour pouvoir faire un compte-rendu. J'espère que le président François Hollande sera là. Il attend mon compte-rendu. Il n'y a pas de changement. Ce sommet se tiendra vraiment. Je suis là aussi pour faire taire un peu les rumeurs. Et la rumeur est toujours là pour mourir.
J'ai rappelé au Premier ministre que le président François Hollande ne s'était pas exprimé. Donc on lui fait dire des choses qu'il n'a jamais dites, jamais prononcées. Il était d'accord avec moi. Pour l'instant, nous supputons sur des rumeurs. Nous sommes dans la même voie, nous sommes là pour la francophonie, nous sommes dans le pays, le plus grand pays francophone. C'est très important. J'ai aussi dit que la langue française était aussi une langue égalitaire. Voilà, vous venez d'entendre la ministre française en charge des Français de l'étranger, Yamina Ben Guigui. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.